Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan du mois d'octobre du Cocorico Challenge. Donc c'est parti, on y va. Comme le mois dernier, je vais vous faire un petit bilan partiel, c'est-à-dire un bilan qui ne concerne que le mois d'octobre, histoire de séparer les bilans et d'éviter d'avoir un énorme bilan à la fin qui soit très pénible, parce que j'ai plutôt bien lu et que c'est plus digeste, je pense, sous ce format-là. Donc, ça me semble un bon compromis. Et avant d'attaquer ce bilan, je voudrais vous parler de quelque chose, puisque j'ai décidé, grâce aux encouragements de Marion, de lancer mon Ko-fi. Ko-fi, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une plateforme qui fonctionne comme Patreon. C'est exactement le même fonctionnement, si ce n'est qu'il y a des petits trucs en plus. Par exemple, la boutique, où vous pouvez donc regrouper, plutôt qu'avoir une boutique Etsy et un Patreon, vous pouvez mettre tout là. Et autre avantage du Ko-fi par rapport au Patreon, c'est que vous pouvez donner juste une fois, si vous voulez participer une fois, voilà, vous pouvez faire des tips comme on dit, donc c'est plutôt pas mal pour les personnes qui préfèrent faire ça. Évidemment, il n'y a aucune obligation, je lance ça parce que je pense qu'il y a des personnes qui aimeraient bien peut-être me soutenir et avoir plus de contenu exclusif. Ça ne va pas changer le rythme de la chaîne tel qu'il est, mais ça pourrait, moi, m'aider, notamment d'un point de vue financier, pour notamment investir dans du matériel, mais peut-être aussi d'autres choses, des livres ou que sais-je. Voilà, ça pourrait forcément soulager mes revenus qui sont les revenus du foyer en fait, et être les revenus potentiellement dédiés aux réseaux sociaux, à YouTube, Instagram. Voilà, donc ça me semblait plutôt un bon compromis. Je vous mets le lien en barre d'infos bien évidemment, vous allez voir pour le moment il y a 3 niveaux. Je me suis inspirée un petit peu de ce que Marion a fait parce que c'est pas évident de se lancer dans ce genre de choses, en sachant que là on est mi-novembre, donc même si je poste des choses et que je compte faire des choses sur la dernière quinzaine de novembre, tout va réellement, je pense, commencer début décembre. Je ferai un vrai planning, en tout cas c'est plutôt ça que j'entends concernant le Ko-fi. Donc si jamais vous voulez en savoir plus, je vous remets en barre d'infos le lien, vous pourrez aller voir les niveaux avec les avantages par niveau. Ce que j'ai mis comme avantage, c'est le minimum auquel je m'engage. Potentiellement, il peut y avoir plus. Ça veut dire que j'ai décidé de me fixer un minimum, bien entendu, c'est logique, mais en fonction peut-être des mois, des inspirations, des échanges qu'on aura aussi, bien j'espère qu'on parviendra à faire plus. C'est voué à évoluer en fait, c'est pas figé. Ce sont les prémices de cette plateforme que j'ai envie d'essayer, et d'ailleurs je prévois peut-être, si ça fonctionne suffisamment bien, parce qu'il faut pas non plus que ça me coûte, l'objectif c'est pas ça, mais de faire un niveau supérieur où il y aura tous les mois un livre à gagner, mais ça c'est pour le moment pas encore totalement défini, et ça va dépendre de combien de personnes décident de me soutenir, et peut-être que je ferai un sondage pour savoir qui serait intéressé. Voilà, j'en sais rien du tout, c'est une hypothèse. Et voilà, je pense du coup que j'ouvrirai sur le Partner in Books un salon dédié qui sera uniquement ouvert aux personnes qui seront sur le Ko-fi, mais on peut aussi discuter sur Ko-fi, donc je sais pas, on verra comment tout ça va s'organiser, mais vous avez les prémices. Moi je suis en train de travailler sur ce que je vais vous proposer. En fait je pense que je vais beaucoup vous demander votre avis sur ce qui vous intéresse aussi, parce que c'est un petit peu ça l'objectif, et si jamais ça vous tente de me rejoindre là-bas, je vous mets le lien en barre d'infos, et si jamais vous ne pouvez pas, eh bien je comprends tout à fait, il n'y a absolument aucun problème, chacun fait à sa mesure et à ses moyens, bien évidemment. Parenthèse Ko-fi refermée, si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire, dans tous les cas, je vous répondrai bien entendu. Nous allons donc attaquer le vif de la vidéo, le vif du sujet de cette vidéo, à savoir mon bilan du Cocorico du mois d'octobre. Comme toujours, on va commencer par un petit point statistique, somme toute très rapide, parce que là c'est pas trop l'objectif qu'on s'étende sur les statistiques, mais c'est satisfaisant, et puis ça donne aussi une perspective par rapport à mon mois de lecture. En octobre, j'ai lu 23 livres, dont 6 graphiques, et dans ces 6 graphiques, il y avait 5 mangas. C'est vraiment pas mal. Franchement, je trouve que c'est très respectable. On est d'accord qu'on n'est pas forcément sur mon ancien rythme, mais ça reste un rythme extrêmement respectable, je trouve. J'ai lu un peu de tous les genres, et j'ai lu un peu de toutes les catégories d'âge, ce qui aide évidemment, parce que
Certains livres se lisent bien évidemment beaucoup mieux que d'autres, mais je suis très contente. Sur les 23 livres que j'ai lus, 13 étaient francophones, donc 10 autres que francophones, et sur ces 13, il y avait un graphique. Donc j'ai lu 12 romans, /novella, anthologies, etc. francophones, et un graphique francophone, ce qui était mon objectif. Je voulais lire au moins un graphique francophone par mois. Donc c'est atteint pour le mois d'octobre et j'en suis ravie. Sur les 10 livres restants, il y avait 4 romans anglophones. Il y avait un roman qui était un thriller pas fantastique, donc je ne l'ai pas mis dans le Cocorico évidemment, et donc les 5 mangas dont je vous ai parlé. Donc au final, j'ai lu quand même beaucoup de littérature francophone, vraiment pas mal. Je trouve que c'était un très bon mois de lecture pour moi. Autre statistique qui nous intéresse ici, sur mes 13 livres francophones, 9 étaient écrits par des femmes, et le 10e c'est une anthologie, donc il y avait des femmes qui ont écrit dedans, mais aussi des hommes. Donc c'est, on va dire 9,5, mais en réalité, je pense qu'à partir du moment où il y a des femmes, ça compte dans le quota autrice. Donc voilà. Et 6 des livres que j'ai lus n'étaient pas dans ma palle d'origine du Cocorico. Comme toujours, j'ai envie de vous dire, vous allez voir qu'en novembre, c'est peut-être encore pire, mais bref. Donc voilà, plutôt contente de ce mois de lecture. Je trouve que j'ai plutôt bien réussi. Je suis assez satisfaite et j'espère que je vais réussir à continuer ça en novembre. Je me suis pas encore penchée sur mes stats. Je lis un peu au fil et selon mes envies, mais on verra ça fin novembre avec le bilan évidemment du mois et le bilan général. Nous allons donc passer à mes avis sur les lectures. Alors, comme il y a beaucoup de livres par rapport au mois de septembre, plus en tout cas, il y en a quand même 5 de plus, c'est beaucoup. Je vais être assez concise, hein. On part sur le principe du bilan. Ça veut dire que si vous voulez un avis détaillé, il y a les vlogs comme toujours. Première lecture que j'ai fait en octobre, c'était Entrer dans le monde de Claire Duvivier, qui n'était évidemment pas dans ma palle. Je dis évidemment, j'aurais pu prévoir qu'il allait sortir et que j'allais l'acheter, mais c'était pas le cas. Donc Entrer dans le monde, c'est de la SF. Pour moi, selon mes critères, solarpunk, jeunesse. Je sais plus comment c'est étiqueté, mais je pense que c'est à partir de 11 ans, quelque chose comme ça. Et c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Concernant le résumé, très rapidement, on suit un groupe de 26 enfants préadolescents qui vivent dans une espèce de bulle de nature avec des animaux qui ont une place très importante pour eux, et ils sont éduqués par des adultes qui ont des je sais plus comment ils s'appellent, je crois que c'est tuteur quelque chose, tutrice quelque chose, enfin voilà. Et ils ont chacun une famille jusqu'au jour où des étrangers vont arriver dans ce petit lieu un peu, de petit Éden on pourrait dire, et que des choses vont être révélées. Je vais pas trop vous en dire parce que je trouve que l'intérêt aussi de ce roman, c'est le mystère qui règne sur l'extérieur de la bulle. Ça veut dire que vraiment les enfants savent qu'il y a un extérieur, savent qu'il y a d'autres villes, mais ils n'en savent presque rien, et je pense que c'est volontaire de la part de l'autrice et que trop vous en dire gâche l'effet qu'elle a voulu créer. Donc je n'en dirai pas plus, et ça m'arrange parce que ça fait un tout petit résumé. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé, je vous en ai très longuement parlé. Ça a été vraiment une lecture que j'ai adorée, que j'ai dévorée, qui était très prenante, très réussie. J'ai trouvé que dans les grandes qualités de ce roman, on a d'une part tout l'aspect écologie bien évidemment et solarpunk qui était très bien géré. Autre aspect que j'ai beaucoup aimé, c'est la manière dont l'autrice se met à la place des préados et parvient, je pense, à extraire des problématiques propres à cet âge-là et à le faire, je pense, avec pas mal de finesse. Même si je ne suis moi-même plus une préadolescente, j'ai trouvé que c'était assez fin, assez bien fait. Ça posait des questions sur l'amitié, sur la famille, et j'ai apprécié aussi qu'on n'a pas cet aspect romance qu'on retrouve un peu trop souvent à mon goût. Donc c'était vraiment très chouette. C'était un très bon livre, c'est très bien écrit, c'est très fluide. Pour moi, c'est une excellente entrée en matière dans la SF pour un public assez jeunesse finalement, c'est-à-dire que d'une part ça prend pas les enfants pour des idiots, c'est pas du tout, c'est pas édulcoré, il y a quand même des choses assez dures et des révélations assez dures, mais en même temps ça a ce recul par rapport à ce qui se passe qui fait qu'on se prend pas non plus une grosse claque dans la tête, je pense, quand on lit ça à 11-12 ans. Donc vraiment j'ai adoré, je ne peux que vous le recommander. Si vous voulez en savoir plus sur les thématiques et sur tout le développement du bouquin, allez voir les vlogs, vraiment je pense que j'ai très bien développé en vlog. Sachez que si vous n'avez pas forcément trop apprécié Capitale du Nord, pour moi c'est vraiment très très différent, même en termes de plumes c'est assez différent, et en même temps c'est logique puisque c'est un jeunesse. Ensuite, j'ai lu dans le cadre de l'Explorarico du mois d'octobre Les eaux de Sous le Monde de Stéphane Plateau, qui est un petit one-shot assez court qui se passe dans l'univers de Manèche, mais qui n'a pas de lien direct, je pense. Peut-être que si, mais je le sais pas. Et on va suivre ici un
Je sais plus quel est son titre et comment on l'appelle, mais pour moi c'est une sorte de sorceleur qui va aller voir des moniales dans 2 abbayes distinctes qui se font un peu la guerre depuis quelque temps, qui se disputent un peu les malades, et il y a eu une très grande inondation, une très forte montée des eaux, et depuis que c'est arrivé, il y a une espèce d'esprit qui hante ces abbayes, qui effraie les sœurs, les malades et un peu tout le monde. Et donc notre sorceleur, je sais plus comment, encore une fois, désolé, bien, est invité à venir aider les moniales. Donc on va le voir naviguer entre ces 2 abbayes qui sont en conflit, et c'est un livre que j'ai vraiment adoré. J'ai adoré ce bouquin. J'ai trouvé que c'était hyper prenant. Je sais pas, il y avait quelque chose, c'est très propre à moi, de très nostalgique dans cette lecture pour moi. Je sais pas ce que ça m'a rappelé, je sais pas où ça m'a envoyé dans le passé, quelque chose que j'ai dû lire qui ressemblait, mais il y avait vraiment ce côté très doudou de la nostalgie, de lire quelque chose qui nous rappelle des sentiments, des émotions passées de quand on a lu un autre livre plus jeune, et ça a réveillé ce quelque chose en moi qui fait que ça a vraiment très bien marché. Au-delà de l'aspect très personnel de ma lecture, je pense qu'objectivement c'est un très bon bouquin parce qu'il joue très bien sur le côté un peu effrayant. C'est quand même un peu spooky, ça fait pas non plus pas au point de pas dormir, mais il y a un petit côté spooky qui est bien exploité. Il y a un côté assez décalé, assez cynique avec ces conflits entre ces 2 abbayes, ces 2 ordres de moniales qui se disputent, les malades et la charité. C'est assez cocasse, c'est assez drôle, et en même temps ça aborde aussi pas mal de thématiques, notamment autour de la religion, mais sans rentrer dans quelque chose de moralisateur. Ça aborde aussi des questions sur les relations amoureuses, notamment les relations saphiques. C'était vraiment un très bon bouquin, très complet, très réussi. Vous vous retrouvez vraiment ailleurs quand vous êtes dedans, et je trouve que c'est très facile de couper avec la réalité quand on est dans ce bouquin-là. Donc moi j'ai adoré. J'ai également terminé en ce mois d'octobre l'anthologie Solarpunk que j'avais reçue en service de presse de la part des Moutons Électriques. Je vous en ai parlé assez longuement parce que j'en ai parlé sur très longtemps, même si c'était ponctuel. Ça va être assez difficile pour moi de vous reciter des nouvelles de manière assez précise, mais je peux vous donner mon impression générale. J'ai eu du mal sur les premières nouvelles à voir le rapport avec le titre Solarpunk. Je trouvais que c'était pas très Solarpunk. Alors il y a 2 facteurs à ça. Premièrement, je pense que clairement le côté espoir du solarpunk apparaissait pas de manière très évidente, mais ça encore une fois c'est compliqué à définir parce que je pense quand même que c'est des notions un peu propres à chacun, ce qu'est l'espoir. Mais au-delà de ça, c'est vrai que malheureusement pour le bouquin, le solarpunk est fortement associé à Becky Chambers, et que personne ne fait du Becky Chambers à part Becky Chambers. Si vous voulez y aller, allez-y en vous dissociant totalement de l'idée que vous pouvez avoir de ce que fait Becky Chambers, parce que c'est totalement autre chose et c'est normal. Après, j'ai trouvé qu'il y avait des très bonnes nouvelles et d'autres qui étaient clairement en dessous. J'ai pas tout aimé du tout. Il y en a que j'ai trouvé très bonnes, mais pas toutes. Voilà. Donc par exemple, j'ai beaucoup aimé celle de Chloé Chevalier, j'ai beaucoup aimé celle de Jeanne-Mariam Corrèze. Il y en a d'autres que j'ai trouvé très chouettes, mais certaines sont restées très obscures pour moi. Je pense que c'est un bouquin qui a de l'intérêt. Je pense qu'il y a vraiment des choses intéressantes à en tirer, mais il faut être capable de lire des nouvelles qui vous plairont peut-être moins que d'autres et garder que le positif en fait. Et c'est le principe de l'anthologie aussi, et c'est pour ça que c'est délicat. Quand on lit une anthologie, il y a le côté très plaisant de découvrir plein de plumes différentes autour d'un même thème, mais il y a aussi parfois les déconvenus qu'on peut avoir par rapport à ça et nos attentes personnelles. Donc voilà. Dans l'ensemble, c'était un recueil que j'ai trouvé intéressant, mais je m'attendais peut-être à quelque chose de plus solarpunk, en tout cas dans ma vision des choses. Ceci étant dit, les dernières nouvelles sont vraiment beaucoup plus solarpunk. Donc il y avait vraiment des belles réussites, mais pas toutes. Ensuite, j'ai lu D'or et d'oreiller, donc le graphique écrit par Fleur Vesco et illustré par Mayalène Gouste. Je vous en ai très longuement parlé. Je vous ai montré beaucoup d'images et je pense qu'avec ce livre, vraiment, c'est le visuel qui prime. Si vous avez lu D'or et d'oreiller, que vous avez aimé, vous ne pouvez qu'aimer, je pense, ce graphique, parce que je trouve que l'illustratrice parvient avec énormément de finesse et un talent incroyable à représenter des choses qui sont indicibles, qui font partie de l'ambiance, qui font partie du ressenti, et ça c'est exceptionnel. Si vous n'avez pas aimé le roman, vous pouvez quand même, je pense, apprécier la BD. Par contre, si vous n'avez pas lu le roman et que vous voulez lire la BD, vous pouvez, mais je tiens quand même à vous dire, je pense qu'il y aura des choses qui seront pas forcément très claires. C'est compliqué de vous en parler parce que je veux pas vous spoiler, en fait, je veux pas trop vous en dire, je pense qu'il faut le découvrir. Sachez juste, si vous lisez le graphique et que vous l'aimez, mais que vous avez l'impression de pas avoir tout compris, que vous pouvez ensuite vous pencher sur le roman, parce que l'un et l'autre se répondent et c'est clair, et pour moi, ils fonctionnent très bien de pair, en fait. Et je ne peux que vous encourager, dans tous les cas, à découvrir les deux.
Après, vous pouvez totalement ne lire que le graphique et accepter de ne pas forcément tout saisir, juste pour la beauté de l'univers créé par Mayalen Gust. Pour moi, c'est pas du tout un problème, bien au contraire. Ensuite, j'ai lu La harpiste des terres rouges d'Aurélie Wellenstein que j'avais reçue en service de presse de la part de Fleuve. Donc c'est dans la collection Outre Fleuve, qui est la collection imaginaire de Fleuve. La harpiste des terres rouges, très rapidement, c'est un univers que je ne saurais pas très bien définir. Il y a un endroit qui est un petit peu une sorte de Far West où les gens vont vraiment dans la même idée, je pense, que ce que pouvaient être les Amériques avant que ce soit les États-Unis, d'aller dans ces terres un peu inhospitalières pour le rêve américain. C'est un peu ça l'idée. Donc les gens y vont, sont dans des villes au bord du désert, sauf que dans ce désert, il y a la harpiste qui règne sur ce désert, une partie précise, mais dans l'ensemble un peu tout le désert, qui manipule les gens, qui les enlève, qui les fait disparaître, et qui a un espèce d'opéra où les gens jouent et dansent jusqu'à mourir. Et elle a donc plein d'humains qu'elle a capturés, qui sont là-bas, qui sont spectateurs et puis qui deviennent un peu les musiciens ou les danseurs à leur tour. Ça vous spoil pas du tout, c'est littéralement, ce que je vous raconte là, c'est littéralement dans le prologue. Voilà. Donc nous, ce qu'on suit, c'est un personnage qui va apprendre que son frère est prisonnier de la harpiste et qui va vouloir aller là-bas et va vouloir l'aider. Il y a tout un aspect hyper intéressant dans ce bouquin de mutation. Ça veut dire que les gens se font implanter des bouts d'animaux qui viennent de ce désert. Donc ça peut être des poils, ça peut être, franchement je ne saurais pas vous dire, des membres, des dents, enfin voilà, des bouts d'animaux sur eux, et ça les fait muter. Potentiellement ils peuvent mourir, mais s'ils ne meurent pas, ils deviennent super forts, ils développent une sorte de pouvoir, alors très particulier et très lié à ce qu'ils se sont implantés. Mais en gros, pour aller dans le désert, il est clairement recommandé d'être muté parce que c'est quasiment impossible de survivre sans. Je vais pas vous en dire plus, je pense que vous avez les infos qui peuvent vous dire un peu de quoi parle ce livre, et en même temps c'est du Aurélie Wellenstein, donc vous allez retrouver tout ce que vous aimez chez elle. Le côté très sombre, très dark, le côté aussi un peu body horror, le côté horrifique de manière générale, et l'horrifique par rapport aussi à la nature. Ça veut dire ce que l'humanité fait à la nature et comment la nature se défend en fait. Et c'est souvent ce que fait Aurélie Wellenstein. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, je l'ai largement préféré à L'épée, la famine et la peste. J'ai trouvé qu'il était vraiment extrêmement réussi. C'est dans mon top. Je pense, il arrive clairement en dessous du Dieu oiseau, du désert des couleurs et de Mer morte. Enfin clairement en dessous non. Il est plus ou moins l'équivalent de Mer morte pour moi en termes d'appréciation, c'est très personnel, parce que j'ai trouvé qu'il y avait un très bon rythme. J'ai trouvé que le retournement de situation était bien amené, était réussi. Je ne m'y attendais pas et en même temps ça m'a pas totalement surprise. Donc il y avait quelque chose de très cohérent dans ce qui se passait et j'ai aimé la direction finale qu'a choisi de prendre l'autrice. Je sais que ça a déçu certains. J'ai trouvé que c'était un très bon bouquin. C'est pas mon préféré, mais c'était prenant et c'était encore une fois très intelligent. En octobre, j'ai terminé la saga des récits du demi-loup, c'est dur à dire, puisque j'ai lu Clémente nous soit la pluie, qui est le 4e tome, donc de Chloé Chevalier, et j'ai adoré ce tome, puisque évidemment c'est le tome qu'on attend dire, puisque c'est le tome qui va révéler plein de choses. Ça veut dire que le premier construit les personnages, il faut être capable de passer ce premier livre qui est peut-être lent, qui est peut-être déstabilisant parce qu'on suit des personnages pas franchement aimables, et il y a vraiment toute cette construction de personnages et de situations dans ce premier tome. Le tome 2 et le tome 3 vont développer l'aspect complot, vengeance, politique, épidémie, etc., et récits du passé qui donnent des éclaircissements sur la situation. Et ce 4e tome, c'est un peu l'explosion, c'est la révélation. J'ai encore une fois adoré la construction du roman puisque sur la première moitié, plus ou moins, on suit des points de vue en alternance en temps réel, dans le présent, on va dire, alors que la deuxième moitié va être bien longtemps plus tard et qu'on va voir un récit a posteriori de ce qui s'est passé avec tout qui se recoupe. Je trouve que Chloé Chevalier maîtrise extrêmement bien les trames narratives. Avec moi, c'est très réussi. Je sais que ça perd certaines personnes parce que au début des chapitres, on nous dit pas qui parle. C'est au fur et à mesure de la lecture qu'on va reconnaître qui parle et il faut l'accepter. Il faut accepter que quand vous commencez un chapitre, sur le premier paragraphe, parfois la première page, vous ne savez pas qui vous suivez et que ça revient petit à petit et que ça prend du sens petit à petit. Moi, je trouve ça très chouette parce que je trouve que le fait de ne pas nous
prendre la main, nous oblige à une immersion totale et à être dans une extrême sensibilité des personnages, et on finit par les connaître et reconnaître leur style d'écriture. Et ça aussi, c'est un point fort pour moi de cette saga, c'est que par le style d'écriture, Chloé Chevalier différencie ses personnages. C'est quelque chose que je trouve extrêmement bien fait, admirable, c'est très prenant, c'est de la dark fantasy, c'est assez sombre, il y a quand même des passages très durs. J'ai adoré l'aspect politique, j'ai adoré les révélations, j'ai adoré le complot, j'ai adoré la fin de cette saga. J'étais très triste de les quitter, mais je sais que j'ai Loin des îles Mauves qui est dans le même univers, même si c'est pas du tout au même endroit et compagnie, mais dans le même univers, et je vais pouvoir m'y replonger avec grand plaisir. Donc j'ai hâte vraiment, et c'est une saga que je ne peux que vous recommander. C'était génial. En octobre, j'ai lu Koiné qui se dit pas du tout Koiné, qui se dit Koiné, puisque c'est du grec ancien, de Mélanie Fievé. Je ne vais pas longuement vous en parler parce que j'ai besoin de relire ce livre. C'est un livre pour lequel j'ai vu tout le potentiel, j'ai vu que c'était intéressant, j'ai vu que c'était intelligent, j'ai vu qu'il y avait quelque chose à tirer de très fort et un engagement politique très fort de la part de l'autrice, mais je n'ai pas réussi à l'intégrer. Il y a quelque chose, ça s'est frotté contre mon esprit sans parvenir à y pénétrer. Je pense qu'il faut que je relise. Très honnêtement, ça fait 115 pages. Je pense que je suis capable de le relire, surtout que maintenant j'ai cette première lecture et cette première vision globale. J'ai bien adhéré à l'histoire individuelle des personnages, mais c'est l'ensemble, le tout, la trame générale, ça a été très difficile. C'est pas une lecture facile. Je pense que tout le monde, tous ceux qui l'ont lu le disent. C'est pas une lecture facile, mais c'est une lecture hautement intéressante, puisqu'ici on est dans une espèce d'utopie, on est dans de l'anticipation en fait, donc il y a eu tout ce qui s'est passé qu'on peut retrouver à chaque fois dans les post-apos, sauf que là on est bien longtemps après, et que l'humanité s'est relevée, a réussi à créer une société qui fonctionne, et nous on va suivre ceux qui n'arrivent pas à s'intégrer à cette société utopique, et ça pose aussi des questions hyper intéressantes, à savoir, même si on crée la meilleure société possible, il y aura toujours des gens pour qui ça n'ira pas, et qu'est-ce qu'on fait de ces gens dans une société où on traite tout le monde bien et où on ne se fiche pas du sort des gens. Donc vraiment c'était très intéressant. Il faut que je relise. Voilà, je ne veux pas en dire du mal parce que je n'en pense pas du mal, mais il faut que je relise. J'ai enchaîné avec la lecture de Fleur de Passion et le renard masqué de Jolane C. Bertrand, qui sera, je crois, à Montreuil si jamais, et je ne peux que vous inviter à aller rencontrer cet auteur et à découvrir ses ouvrages parce que c'est de très très grande qualité. C'est un jeunesse, c'est de la fantaisie animalière où on va suivre une famille ducale de renards qui règne donc sur un espèce de petit duché du coup, et ce qui va se passer dès le début, il y a une tentative d'assassinat sur la duchesse, et en fait le chapitre 1 revient un petit peu en arrière, et donc tout l'objectif de ce bouquin c'est de savoir d'une part qui a essayé de tuer la duchesse, et c'est très spontanément les loups qui sont accusés parce que les loups sont un peu trop indépendants au goût de la duchesse et des renards et de cette espèce de ville, donc il y a évidemment cet aspect racisme, peur de l'inconnu qui est traité, qui était très intéressante, mais d'autre part il y a un autre mystère qui règne puisque 4 renards ont été écorchés et qu'on a pris leur peau, et donc il y a toute une enquête aussi autour de ça, et qui va mener à constater des choses que je vous dis parce que c'est pas franchement spoilant et je trouve ça intéressant et ça peut vous donner envie de le lire. Des animaux en fait qui sont un peu des hybrides, ça veut dire qu'ils sont un mélange de plusieurs animaux et qui sont très mal traités par la société, qui sont rejetés par la société, qui depuis un certain temps sont écorchés et dont personne n'a entendu parler de ça parce que tout le monde se fiche de leur sort. Donc il y a vraiment des questions, et c'est pour ça que je vous en parle, il y a des questions hyper importantes traitées dans ce bouquin autour de l'identité, autour de la peur de l'autre, autour aussi du pouvoir, et en même temps il y a tout cet aspect en fait très premier degré, la lecture superficielle, qui est très prenante, qui est même pour un jeunesse en tant qu'adulte, moi j'étais prise dedans. Je trouve que Jolane C. Bertrand parvient à écrire pour les jeunes, mais parvient à écrire pour un public plus adulte, plus âgé, parce que vous êtes pris dans cette histoire, parce que c'est quand même surprenant. Moi j'ai été surprise par certaines révélations et j'ai aimé ce bouquin. Je trouve que c'est un bouquin très important, et comme les 2 autres de l'auteur, à faire lire à un public jeunesse. Vraiment foncez, et si vous n'aimez pas trop la jeunesse, prenez-le pour les enfants de votre entourage, offrez-le, diffusez ce bouquin qui était excellent. J'ai hâte d'avoir la suite. Je vous avais dit que ça allait être long, hein. Je suis désolée, mais il y a beaucoup de livres. En plus, beaucoup de bonnes lectures. Ensuite, en octobre, j'ai lu Au large des villes de Lucie Pierre-Apajot, que j'avais reçu en service de presse de la part de Gallimard. Ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé de terminer un livre
et de me dire que si j'avais eu la suite sous la main, j'aurais directement enchaîné. C'est rare que ça m'arrive. Au large des villes, c'est de l'anticipation aussi, un peu post-apo, mais plus anticipation. Ça veut dire que tout s'est un peu pété la gueule, encore une fois, et que les humains très très riches, on ne citera personne, se sont créés des espèces de villes flottantes, puisque les eaux ont monté, et voilà, donc c'est des villes gigantesques où plein de gens vivent, il y a différents types de villes, et donc on a d'une part ces riches qui vivent sur ces îlots, et pas, enfin en tout cas des privilégiés pour sûr, et on a tout le reste du peuple qui vit sur des espèces d'îlots qui sont des décharges à ciel ouvert où on leur fait trier des déchets toute la journée pour du recyclage et ils sont mal payés et ils vivent dans des conditions abominables. Vous l'imaginez bien. Et nous, on va suivre une jeune fille sur l'une de ces villes poubelles qui fait sa vie, en fait, tout simplement, jusqu'au jour où quelque chose arrive qui fait qu'elle doit partir. Je veux pas vous en dire plus, encore une fois, je pense qu'il faut se laisser porter. En tout cas, on suit cette jeune fille et sa situation, et on suit un jeune homme qui, lui, fait partie des privilégiés, qui est le fils d'un grand chef d'entreprise, et qui a un certain nombre de mystères autour de lui. C'est un livre que j'ai adoré, c'est un livre qui est assez engagé, encore une fois, en termes de vision des choses. Ça veut dire que je pense que là, concrètement, ce que raconte Lucie Pirapajo, c'est des choses qu'on peut constater, hein, des milliardaires qui s'achètent des îles, qui s'achètent des bouts de terrain, qui se construisent des trucs pour eux survivre sans se soucier du reste du monde et de ce qui va arriver au reste du monde, et aussi qui n'hésitent pas à faire des expériences scientifiques un peu douteuses pour parvenir à leur fin dans des pseudo-buts de recherche, mais en même temps qui tiennent du fantasme individuel et qui... Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Je ne vais citer personne, mais vous aurez compris. Donc vraiment, je l'ai adoré. C'était très prenant, plein de révélations, plein d'actions. Les personnages sont attachants, très réussis. Très très bon bouquin, vraiment très très bon bouquin. J'ai lu également en octobre Elle et le feu d'Alice Doublié avec Emmeline, qui a été une excellente surprise, mais vraiment très bonne surprise. J'ai été très étonnée de la qualité de ce bouquin. Alors dit comme ça a l'air négatif, c'est pas contre l'autrice, c'est plutôt, je pense que c'est marketé un peu comme tous les autres fantasy young adult, avec un côté un peu cliché dans le résumé, qui m'intriguait parce que j'étais persuadée qu'on pouvait faire quelque chose de bien avec ce trope très cliché de base, et c'était le cas, mais honnêtement, si Bookosaurus ne m'avait pas incité à l'acheter, je pense que je serais passée à côté, parce que je vous dis vraiment, c'est vendu comme du young adult classique, classique, en tout cas à la mode, et ça n'en est pas tant. Voilà, c'était très surprenant. En gros, le pitch de base, c'est que on est sur un univers qui compte 5 royaumes plus ou moins unifiés, avec un royaume qui gouverne un petit peu les 5, mais chaque royaume a sa gouvernance et sa manière de vivre et sa culture. Et le prince du royaume principal est en âge de se marier. Je crois qu'il a 20 ans, donc il est en âge de se marier, et ce qui va se passer, c'est qu'il va faire venir toutes les princesses des autres royaumes pour choisir l'une d'entre elles. Et évidemment, il y a toute une histoire d'alliance politique. Nous, on suit un personnage principal dont, évidemment, encore une fois, je ne me souviens plus le prénom, qui vient des royaumes du sud, donc plutôt du désert, qui fait partie d'une famille de colons, très concrètement. Et nous, on suit la jeune princesse qui cache un très lourd secret, puisqu'elle fait partie des sorcières, en fait, des personnes à abattre, et qu'elle doit le cacher depuis qu'elle est née, qu'elle est toute petite. Et donc, elle est obligée d'aller à ce rendez-vous qui doit durer quand même assez longtemps pour que le prince choisisse une épouse, et elle y va par obligation, mais elle a très peur évidemment de dévoiler qui elle est, donc d'avoir des ennuis et d'attirer des ennuis à sa famille. Et on va suivre d'autres jeunes femmes qui vont à cette espèce de convocation du roi, avec évidemment des ambitions et des espoirs différents. On en suit une autre qui, elle, espère se marier parce qu'elle aimerait échapper un peu à l'emprise de ses parents. On en suit une troisième qui, elle, est plutôt la future reine en fait de son royaume, parce qu'elle vit dans un royaume qui fonctionne sur un système de matriarchie et qui n'a aucune intention de se marier avec le prince, parce que voilà, elle est la future souveraine de son royaume. Et on suit d'autres princesses, pas en point de vue direct, mais de manière un petit peu en point de vue rapporté, on les voit évoluer, etc. C'est un livre que j'ai trouvé très surprenant, parce que c'est un livre qui aborde énormément de thématiques engagées, vraiment, de thématiques hyper féministes, que ça soit autour du mariage forcé, de la sexualité, de la libération de la sexualité, et aussi du masculinisme, de ce que le patriarcat peut faire subir aux femmes, du traitement des femmes. Et c'est d'autant plus visible que durant ce rendez-vous, différentes femmes vont se fréquenter, qui viennent de cultures très différentes, certaines où les femmes sont
une femme parmi tant d'autres parce que les mariages polygames sont autorisés, et d'autres où les femmes peuvent régner. Donc vraiment, c'est vraiment hyper intéressant. Ça va aussi parler du mot en V, ça va parler d'IVG, ça va parler de plein de choses, le tout avec une histoire qui tient la route, qui est haletante, qui est relativement surprenante sans être, avec vraiment cette ambiance trône de fer dans le fonctionnement des royaumes et même dans les personnages. Clairement, il y a des inspirations trône de fer, mais c'était chouette en fait. Ça donnait pas cette sensation de copier-coller. Ça donnait cette sensation d'inspiration qui fait qu'on retourne dans quelque chose qu'on a aimé, mais cette fois-ci avec un point de vue beaucoup plus féministe et donc beaucoup plus agréable. Et en plus, c'est la littérature ado, donc hyper facile, hyper accessible à lire. C'est un gros page turner et j'ai très hâte de lire la suite. Avant-dernière lecture dont je vais vous parler, c'était Les filles de Witch Hazel House de Nora Lake et Cécile Guillot, qui n'a pas été un franc succès pour moi. J'en suis la première désolée. J'ai pas détesté, hein. C'était sympa, c'était mignon, mais je m'attendais à autre chose, je pense. Donc ici, on suit une jeune fille qui va arriver à Witch Hazel House, qui est une espèce d'annexe de l'université où les jeunes filles étudient entre elles en petit comité et elles sont là pour diverses raisons. La jeune fille qu'on suit est là parce qu'elle a des tocs et qu'elle fuit un peu le lycée classique parce qu'elle y est malheureuse et que les autres la regardent pas bien, et voilà. On est avec des jeunes filles qui sont très respectueuses les unes des autres, que ça soit de leur personnalité, de leur être tout simplement, mais aussi de leur manière de vivre et de leurs convictions personnelles. C'est un petit cocon de douceur de cet aspect-là, avec beaucoup de respect, beaucoup de sororité, beaucoup de soutien. Tout le côté cosy, je pense, plaira à tous les fanatiques de l'automne, parce qu'il y a tout ce côté petit manoir, il fait froid, on met des gros pulls, on va à la bouquinerie, on va à la friperie, on boit du thé, des boissons chaudes, enfin voilà. Et il y a tout le côté sorcière, magie, spooky qui arrive peu à peu et qui est sympa. Moi, honnêtement, ce qui fait que c'est pas une grosse réussite, je pense, c'est que en fait, c'est pas assez tranché. Je pense que si ça avait été que du cosy, j'aurais plus aimé. Si ça avait été que du spooky, j'aurais plus aimé. Mais cette impression un peu de 50-50 entre les deux et de vouloir créer un équilibre entre ces deux aspects qui sont difficilement compatibles tout de même, eh bien, ça fait que je manque de cosy et je manque de spooky, et du coup, je reste sur ma faim au final avec une résolution somme toute assez rapide. Ceci étant dit, encore une fois, la cible c'est du young adult et c'est un livre que vous pouvez mettre dans les mains des ados les yeux fermés. Ça véhicule plein de messages positifs sur la différence, sur l'acceptation des différences des autres, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient pathologiques ou que sais-je. C'est plein de sororité, c'est plein de messages positifs, c'est très très chouette et vraiment c'est un bon bouquin pour le public cible. Alors honnêtement, je dis ado mais pré-ado, hein. C'est assez jeunesse quand même. Voilà, vous savez que je dis beaucoup de jeunesse, que j'aime le jeunesse, donc si je vous dis que j'ai pas tant accroché, c'est pas parce que c'est du jeunesse, c'est parce que vraiment pour moi ça manquait d'un réel parti pris entre ces deux aspects, et voilà, mais c'est propre à moi et ça a plu à plein de monde, plein de gens ont eu un coup de cœur dessus et tant mieux parce que je pense que c'est un chouette bouquin, juste pas vraiment pour moi. Enfin, le dernier livre, et cette vidéo aura été très très longue, c'est Une valse pour les grotesques de Guillaume Chamanadjian, que j'ai terminé juste avant de partir aux Utopiales et que j'ai absolument adoré, mais ça va être extrêmement difficile d'en parler. Le résumé très court, on est dans une espèce de ville qui est un peu enclavée dans les montagnes, je crois, qui s'appelle Châtengau, qui est un peu en Suisse ou quelque chose comme ça. Et donc on suit un personnage qui est à la fois étudiant en médecine et en même temps ciroplaste. Ça veut dire qu'il fait des mannequins de cire et donc lui son boulot c'est un peu de reproduire des corps humains pour la science en cire, en fait, le plus réaliste possible. Et il va être appelé par quelqu'un, je vous laisserai découvrir les tenants et aboutissants, qui va lui demander de trouver une solution pour son enfant, qui n'est pas un enfant comme les autres. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le point de départ. 1000 choses vont se passer, et en même temps, c'est difficile de définir toutes ces choses, tellement c'est étroitement imbriqué. Je suis extrêmement admirative du talent de Guillaume Chamanadjian pour réussir à vous faire des situations alambiquées au possible, mais en même temps quand vous le lisez, c'est clair et ça a du sens et c'est prenant. Il a une plume incroyable, il a une vision que je trouve extrêmement intéressante de la fiction et sa manière de créer une espèce de mise en abîme de fiction
un peu comme dans Capitale du Sud à mon sens, c'est très original, c'est très différent, j'ai adoré, mais je suis incapable de vous parler de ce bouquin parce qu'il est trop particulier, parce qu'il est trop différent vraiment il y a toute une part, je pense, avec Guillaume Chamanadjian, de sensorialité. Il y a toute une part de ce qui est indicible, encore une fois, de ce qu'on ne peut pas donner avec des mots, qui fait partie de l'implicite, en fait, de l'ordre de l'implicite, du sensoriel. Est-ce que les vibes que vous envoie comme ça ce bouquin, et je peux pas mettre des mots dessus, donc je pourrais vous parler de l'intrigue à proprement parler, mais ça vous spoilerait et ça serait dommage, qui d'ailleurs est très très chouette, qui est très réussi, qui est original et que j'ai beaucoup aimé, mais il y a vraiment 50% du succès de ce bouquin pour moi qui repose sur ce que je ne peux pas dire. Donc je ne peux que vous inviter à lire, voilà, tout simplement. Si jamais vous vouliez lire Guillaume Chamanadjian et enfin voilà, attaquer une saga, ça vous fait un peu peur, ou voilà, lisez Une valse pour les grotesques, vraiment, et mettez en avant ce bouquin si vous l'aimez, parce qu'il est exceptionnellement bon. Il me laisse un goût très particulier, très fort, et je pense que même si dans quelques années j'oublie les tenants et aboutissants de l'histoire, j'aurai toujours ces sensations associées à ce bouquin, et c'est quelque chose que j'adore, que je trouve incroyable et exceptionnel quand ça arrive, donc vraiment excellente lecture. Voilà, c'est tout. Cette vidéo aura été extrêmement longue et j'en suis désolée. J'espère qu'au montage, je réussirai à réduire ça sous les 40 minutes parce que c'est un peu le palier, je pense, psychologique qui fait que c'est trop long, 40 minutes. Donc bref, en tout cas, sachez que je suis ravie de mon mois de lecture d'octobre. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu dans le cadre du Cocorico en octobre, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à venir jeter encore une fois un coup d'œil au Ko-fi si jamais ça vous intéresse. Et puis j'essaierai de faire une petite vidéo de présentation sur le Ko-fi, mais je sais pas si je le fais ici aussi ou pas. J'en reparlerai sûrement dans les prochaines vidéos parce qu'il faut que j'en parle plusieurs fois pour que tout le monde ait l'info, et j'en parlerai aussi sûrement sur Instagram. C'est un petit peu effrayant pour moi, je vous cache pas. C'est toujours un peu effrayant de se lancer dans quelque chose de nouveau, surtout quand ce quelque chose n'est pas gratuit en fait. Donc je veux être à la hauteur de ce que vous êtes prêt à investir dans mon travail en fait. Ça peut paraître bête, et je sais que quand les autres créatrices de contenu disent ça, je me dis non mais c'est bon, moi si je te soutiens c'est pour toi, c'est pas pour que tu te foutes la pression, mais quand même, une fois qu'on est de l'autre côté, on se fout la pression. Bref, je vais donc vous laisser parce que j'ai beaucoup trop parlé et que je commence à avoir mal à la tête avec ces spots qui m'éclairent la face. Donc je vous souhaite à tous et toutes une très très belle journée. Je vous remercie pour votre soutien, je vous fais de très très gros bisous et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.